Le 9e forum pour le développement de l'Afrique se poursuit au Maroc. Le chef de l'État qui participe aux travaux propose la transformation des économies africaines par des financements adéquats et novateurs. Vous l'entendrez dans ce journal. La Côte d'Ivoire sur le chemin de l'émergence après des années de crise, la performance des régies financières, question essentielle alors pour atteindre l'objectif. Les conclusions d'une étude diligentée sur ces régies ont été validées ce mardi. Dans l'actualité également, la célébration de la 7e journée mondiale du lavage des mains, journée célébrée tous les 15 octobre. À la veille de l'événement, la ministre de la Santé appelle les Ivoiriens au respect strict des règles d'hygiène. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Deuxième jour du 9e forum pour le développement de l'Afrique. La rencontre qui se tient au Maroc a été ouverte hier en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien a indiqué la nécessité d'accompagner la transformation des économies africaines par des financements adéquats et novateurs. Les précisions de Viviane Haïm. Les modes de financement novateurs pour la transformation de l'Afrique. Thème de ce 9e Forum africain pour le développement organisé par la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Pour ce premier forum de la CEA, organisé en dehors de son siège d'Addis Abeba, l'organe des Nations Unies ne pouvait mieux choisir que le Maroc, pays leader en Afrique et qui prône un développement solidaire avec le reste du continent. Reflété par cette formule chère au roi Mohamed VI, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Le Premier ministre, chef du gouvernement marocain, Abdel Ilah Ben Kiran, représentait le souverain chérifien à l'ouverture de la rencontre. Invité du roi du Maroc, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, participait à ce forum en qualité de parrain de l'initiative lancée par la CEA concernant le capital investissement. Invité également le président du Sénégal, Macky Sall, en qualité de président du comité d'orientation du NEPAD. Comment financer le développement de l'Afrique au regard de la progression économique des États africains et de leur ambition d'accéder au stade d'économie émergente, a soulevé le secrétaire exécutif de la CEA, Carlos Lopez, situant les objectifs du forum. Les intervenants ont unanimement admis que l'aide au développement n'est plus en phase avec l'ampleur et l'évolution des besoins. D'où la nécessité de trouver des nouveaux modes de financement pour la transformation de l'Afrique. De ce point de vue, le président de la République, Alassane Ouattara, de par sa riche expérience en matière de finances internationales en tant que directeur général adjoint du FMI, était invité à faire profiter de son expérience à cette grande assemblée d'économistes et de décideurs politiques. Trouver des nouveaux modes de financement pour le développement, le cas précis des capitaux privés, comment générer des capitaux privés au plan interne et comment réussir une mobilisation de capitaux privés au plan externe. Le chef de l'État ivoirien a instruit l'assistance. Je voudrais mettre l'accent sur 7 points qui me paraissent essentiels. Alors, en premier lieu, la mobilisation de l'épargne locale. Vous savez, le constat qui s'impose, c'est le faible taux de bancarisation dans notre région. À titre d'exemple, ce taux n'excède pas plus de 12% en Côte d'Ivoire. Un volume de transactions financières trop important échappe encore au secteur financier. Cela a des conséquences négatives pour notre pays. Le deuxième axe, c'est de donner un rôle plus important à la mobilisation boursière. En effet, un secteur boursier dynamique est un facteur déterminant pour le développement de nos pays. À titre d'exemple, on peut citer la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, la BRVM, qui est en plein développement, avec un taux de croissance d'environ 15% par an. Cependant, la BRVM devrait mobiliser davantage de ressources pour répondre aux besoins de financement de notre développement. Le troisième point concerne les mesures destinées
à encourager le secteur privé à investir dans nos économies. Comme chacun le sait, les fonds privés d'investissement ont fortement contribué au développement économique des régions telles que l'Amérique latine et l'Asie. L'Afrique doit en prendre le chemin. Le quatrième point a trait à l'amélioration de l'image de l'Afrique. Ce point est primordial. Il suppose une implication des leaders africains que nous sommes pour mieux faire connaître l'Afrique et changer le regard que le monde porte sur elle. Car en réalité, l'Afrique change, évolue et devient de plus en plus compétitive. En cinquième point, j'aborderai la question de la mobilisation des ressources des pays du Sud. Il faut intensifier les relations entre les pays du Sud. À cet égard, l'exemple que le Royaume du Maroc donne en matière de coopération Sud-Sud, grâce à la vision et à la clairvoyance de Sa Majesté, est à saluer. Donc je me joins au président Macky Sall pour rendre hommage à Sa Majesté et aux entreprises marocaines. Le sixième point est relatif à l'accroissement du financement des partenariats publics-privés. Les demandes et les besoins en financement de nos économies dans les années à venir seront tels que les ressources publiques ne suffiront plus. Il faudra alors faire appel nécessairement au secteur privé pour faire face à cette réalité. La solution, c'est d'encourager le financement des grands projets structurants pourvoyeurs d'emplois par des partenariats publics-privés. Un dernier point, il s'agit de la structuration des financements autour des transferts de fonds des migrants. Les transferts de fonds des migrants africains peuvent être des leviers importants, même très importants, sur le financement du développement en Afrique. Ils génèrent des ressources importantes qui nécessitent une meilleure organisation des transactions. À ces différentes sources de financement que je viens d'évoquer, il faut naturellement ajouter le recours aux marchés internationaux de capitaux, et c'est là que je rejoins l'observation de mon jeune frère, le président Macky Sall, que nous puissions demander aux institutions de Bretton Woods de tenir compte de nos besoins de financement pour augmenter les plafonds d'endettement. Une intervention qui va servir d'axe de réflexion au cours des travaux de ce 9e Forum africain sur le développement. Avant de quitter le lieu de la cérémonie, le président de la République a reçu en privé le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Carlos Lopez. Et accueil chaleureux pour le président de la République dans le cadre donc de la visite qu'il effectue dans le Royaume du Maroc depuis le 12 octobre 2014. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, a été reçu mardi 14 octobre 2014 à Rabat par Sa Majesté le roi Mohamed VI à son arrivée donc au Palais Royal. Les honneurs lui ont été rendus par un détachement de la garde royale. Conformément à la tradition marocaine, le chef de l'État a reçu du lait et des dattes en signe de bienvenue. Dans la matinée de ce mardi 14 octobre, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu à Rabat, la capitale politique et administrative marocaine, où réside principalement le souverain chérifien, bien qu'il ait des résidences royales dans toutes les villes du Maroc, pour lui exprimer son amitié, son estime et sa gratitude pour le grand intérêt qu'il manifeste pour la Côte d'Ivoire, où il a déjà effectué 2 visites officielles depuis l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara. Cette gratitude envers le roi Mohamed VI, le chef de l'État ivoirien n'a eu de cesse de l'exprimer depuis son arrivée au Maroc. C'est à bord d'un des avions royaux que le président de la République, Alassane Ouattara, a atterri ce mardi en fin de matinée à l'aéroport de Rabat-Salé, accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Salah Eddine Mezouar. Conduit au palais royal Al-Mour Chouar de Rabat, le président de la République a eu droit aux honneurs militaires rendus par un détachement de la garde royale. Son Altesse royale le roi Mohamed VI, sorti pour accueillir le chef de l'État ivoirien,
Les deux hommes ont échangé une accolade chaleureuse, signe de l'estime réciproque qu'ils se vouent. C'est dans le cabinet royal que le souverain chérifien s'est retiré avec son hôte, le président de la République Alassane Ouattara et sa délégation, pour un long entretien. Une visite qui vient renforcer l'axe Abidjan-Rabat, réactivé sous l'impulsion de leurs deux dirigeants. Le président de la République n'a pas manqué d'exprimer sa totale satisfaction. Nous avons l'ambition de renforcer cette coopération sud-sud. Et Sa Majesté est tout à fait favorable à cette orientation. Bien évidemment, la Côte d'Ivoire n'a pas encore d'hommes ou des femmes d'affaires d'envergure pour venir investir au Maroc, mais il est tout à fait ouvert à cela. Nous avons également parlé diplomatie, les relations fortes de confiance entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, mais également l'Afrique de l'Ouest et le continent africain en général. Et ceci nous a permis de parler des pays qui sont en crise et où des solutions sont envisageables. Nous avons parlé des questions internationales qui nous tiennent à cœur et qui ont un impact certain sur nos pays et sur le continent africain. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier à nouveau Sa Majesté pour l'hospitalité, pour l'accueil. C'est un accueil vraiment fraternel, chaleureux. Mon épouse et moi-même avons eu le très grand honneur également d'avoir la visite de la princesse Lala Selma. Et donc, nous, au Maroc, nous sommes vraiment chez nous et merci à Sa Majesté. Après son entretien avec son hôte, Son Altesse le roi Mohamed VI, le président de la République a quitté Rabat pour regagner Marrakech. Voilà, reportage signé Viviane Aïmé. Et toujours au Maroc, hier à Marrakech, vous le verrez en image, en présence des premières dames, Dominique Ouattara et Bernadette Chirac, Son Altesse royale, la princesse Lala Salma, présidente de la fondation Lala Salma, prévention et traitement des cancers, a inauguré la nouvelle maison de vie, un établissement qui a pour vocation d'héberger les patients de conditions modestes durant donc leur traitement au centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech. La bâtisse, notez-le, contient 2 niveaux. C'est une superficie donc de 2000 mètres carrés. Elle est constituée, cette bâtisse, entre autres, de 22 chambres, d'une salle de jeu pour enfants, de réfectoires et de blocs administratifs. Notez également que ce centre a une capacité d'accueil de près de 1450 personnes par an. À présent, cap sur les États-Unis pour faire donc le point des activités du chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan. Il séjourne en ce moment. Le Premier ministre multiplie les entretiens avec des institutions d'investissement. On fait le point avec Sylvie Touré. Cantor Fitzgerald est un groupe américain de services financiers. Bien connu sur le marché des capitaux et dans le financement de l'immobilier, ce groupe veut mettre son expertise au service de la Côte d'Ivoire, notamment dans le financement des infrastructures et dans la garantie des prêts immobiliers qui pourraient aller jusqu'à 30 ans. C'est de cette offre et de bien d'autres encore que le directeur général de cette banque, qui doit ouvrir à Abidjan, a échangé avec le Premier ministre. Nous avons discuté avec le Premier ministre, ma compagnie Cantor Fitzgerald, comment envoyer les capitaux en Côte d'Ivoire pour aider aux différents projets d'infrastructure et aussi aider à densifier, si vous voulez, la structure financière de la Côte d'Ivoire. Tout comme le groupe Cantor Fitzgerald, BNP Paribas veut accompagner la Côte d'Ivoire. Mais cette fois, la banque déjà présente dans le pays avec 32 agences entend renforcer sa coopération avec une assistance financière plus accrue aux PME. Ce que nous voyons actuellement en Côte d'Ivoire, c'est véritablement un décollage fort de l'économie, une reprise du travail par les PME. Donc nous sommes attachés à 2 choses. D'abord, financer mieux en volume, en conditions financières, et puis financer partout sur le territoire. La coopération japonaise, elle, est plus intéressée par le secteur des infrastructures. Des projets sont à l'étude pour doter Abidjan de nouvelles routes. Le vice-président de la JICA, Hiroshi Kato,
effectuera dans les prochains mois une visite dans le pays à la demande du gouvernement ivoirien. La Côte d'Ivoire sur le chemin de l'émergence après des années de crise. La performance des régies financières, question essentielle alors pour atteindre l'objectif. Une étude sur ces régies a donc été diligentée. Les conclusions validées ce mardi. Noël Niagno. Les régies financières, douanes, impôts, trésors présentent encore des insuffisances. Par exemple, les insuffisances de capacité, les capacités matérielles, les capacités en termes de ressources humaines, en termes de qualité de ces ressources humaines. Il y a aussi le cadre réglementaire. Par exemple, dans ce cadre réglementaire, il y a quelques absences de contrats de performance. Ces conclusions relèvent de l'étude faite par la CAPEC, celui d'analyse des politiques économiques du CIRES. Passées au crible, ces conclusions formulaient des recommandations à propos pour permettre aux régies de mobiliser suffisamment de ressources propres nécessaires au redécollage de la Côte d'Ivoire après ces années de crise. Des financiers, des banquiers, des fiscalistes et autres ont consacré la matinée à cet exercice parce que la Côte d'Ivoire se fixe pour objectif d'être un pôle de développement durable d'ici à 2020. Et cela n'est possible en prime qu'avec ses ressources propres. L'étude a été validée après échange et discussion. Une piste de solution préconisée. Il est proposé de pouvoir accroître les ressources matérielles disponibles pour ces régies-là, de pouvoir redéployer suffisamment ces régies sur le territoire national, notamment à l'intérieur, parce qu'elles sont beaucoup plus concentrées à Abidjan, et également donner à ces régies les ressources humaines et former ces ressources humaines sur, par exemple, les questions de cybercriminalité aujourd'hui, leur donner les capacités nécessaires pour mieux faire face aux défis nouveaux. Les pouvoirs publics vont se donner les moyens de traduire ces conclusions en actes. Parce que 2020, c'est dans 6 ans. Et on reste en économie pour évoquer cette fois la célébration ce 14 octobre de la Journée mondiale de la normalisation, journée célébrée depuis 1970 pour faire donc la promotion de l'élaboration des normes. Thème retenu, les normes créent les règles de jeu équitables. Francis Boifo. La normalisation ou la standardisation est le fait d'établir respectivement des normes et des standards techniques, c'est-à-dire un référentiel commun et documenté destiné à harmoniser l'activité d'un secteur. Il existe par exemple des normes dans les domaines de l'informatique, des technologies de l'information et des télécommunications TIC, l'alimentation, les industries, les services, l'énergie et les transports. Les normes internationales aident les entreprises à accroître leur productivité, à éliminer les obstacles au commerce et à ouvrir l'accès aux marchés mondiaux. Aussi aident-elles au renforcement de la satisfaction clientèle et à la réduction des effets négatifs sur l'environnement. Les normes sont réalisées par des organismes internationaux, des structures d'État, des organisations créées par les professionnels d'un secteur d'activité donné. Ces personnes qui élaborent des normes d'application pour asseoir le progrès et la prospérité de nos sociétés sont honorées le 14 octobre de chaque année depuis 1970. La Journée mondiale de la normalisation a été initiée par l'Organisation internationale de normalisation ISO, la Commission électronique internationale CEI et l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Cette année, la journée a pour thème « Les normes créent des règles de jeu équitables ». En Côte d'Ivoire, le gouvernement invite les opérateurs économiques à appliquer les normes pour la facilitation des échanges et le progrès. Voilà, notez que la Côte d'Ivoire a choisi la date du jeudi 23 octobre pour donc commémorer la 45e édition de cette célébration et ce sera lors des Journées nationales de la qualité. Guillaume Soro fait commandeur dans l'ordre de Mbaintabwe aux Comores. Vous le voyez sur ces images. Il s'agit d'une distinction décernée aux personnalités et qui s'illustre à l'image de Mbaintabwe et cet ancêtre comorien qui a inventé le Kshikomore, langue nationale parlée dans l'Union des Comores. Guillaume Soro aura donc été décoré selon les autorités comoriennes pour son combat politique.
Retour en Côte d'Ivoire, précisément dans le Lodibois, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, y a séjourné récemment, séjour au cours duquel Ahmed Bakayoko a rencontré les têtes couronnées de la région. Paix et développement étaient les maîtres mots de leurs échanges. Franck Quadio. Lakota, population et chefs coutumiers mobilisés pour accueillir le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Occasion particulière, la chefferie a désormais un espace pour les différentes rencontres. Un don de l'ONUCI et après la coupure de rubans symboliques, Ahmed Bakayoko et les têtes couronnées échangent. Motion de remerciement pour la revalorisation de leur statut, détermination à soutenir le président Alassane Ouattara le long de son mandat et quelques préoccupations, entre autres les questions des routes et autres voies d'accès aux localités alentours. On développerait Lakota. Nous ne cesserons jamais de dire que l'axe Lakota Sassandra, l'axe Lakota Fresco et l'axe Lakota Zikiso doivent être situés. Lakota ne sera pas oublié, dira le ministre Ahmed Bakayoko, mais il faut que tout se regarde dans la même direction. Les chefs de village sont donc invités à servir de relais. Nous allons accompagner votre souhait de lancer un appel à tous les fils, à toutes les filles, pour participer au développement de notre pays. Un message bien perçu et pour matérialiser l'instant, le ministre d'État Ahmed Bakayoko est fait chef suprême du Conseil des chefs d'Ida, nom de baptême. Voici Théodore II. Le RESAO, Réseau des structures électorales de l'Afrique de l'Ouest, veut apporter son assistance à la CEI pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Le réseau a donc échangé à ce propos avec le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko. Au cœur des échanges, vous vous en doutez, l'organisation du scrutin de 2015 dans un climat apaisé. Victorine Yaoyoboué. Accompagner la commission électorale indépendante CEI en vue d'assurer des élections apaisées en 2015 en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui explique la visite d'une délégation du réseau des structures électorales de l'Afrique de l'Ouest, RESAO, à Youssouf Bakayoko, président de la CEI. Nous avons initié cette mission en Côte d'Ivoire auprès des structures, j'allais dire des institutions en charge de la mise en œuvre du processus électoral, dont la CEI est la cheville ouvrière, en charge de la mise en œuvre du processus électoral, des préparatifs de l'élection présidentielle de 2015, d'analyser ensemble les besoins qui sont exprimés, après avoir identifié évidemment les défis, et voir comment le RESAO peut répondre valablement et efficacement à cette requête et à ces besoins. Le RESAO a pour mission d'accompagner les processus électoraux dans les autres pays de la sous-région. 2015 étant une année électorale dans notre espace, notamment la présidentielle ici en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo et au Nigeria, il est question de prendre toutes les dispositions pour préserver la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest. Je vous propose à présent le communiqué final qui a sanctionné la rencontre entre la délégation de la haute direction du RDR et le président du PDCI RDA. La direction, vous vous en souvenez, était à Daokro récemment pour exprimer la reconnaissance et le soutien du parti au président de la conférence des présidents de l'Alliance RHDP, Henri Konambedié. Saisissant la haute portée politique de cet appel, qui invite également le PDCI RDA, le RDR, ainsi que tous les partis politiques membres du RHDP à la création d'un parti unifié, la délégation du RDR a réaffirmé sa totale adhésion à cet important projet politique qui vise à créer un grand mouvement de rassemblement politique conformément à la grande vision du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. La délégation du RDR a exprimé sa totale disponibilité et son engagement à contribuer activement à la réalisation des objectifs politiques contenus dans l'appel de Daokro, en engageant instamment ses structures et ses militants à y adhérer sans réserve
et à le promouvoir à travers tout le pays. Toute autre chose à présent, célébration demain de la 7e journée mondiale du lavage des mains. Le lavage des mains, un geste simple qui sauve, une des premières mesures pour donc échapper à Ebola. En Côte d'Ivoire, le gouvernement met l'accent sur le respect strict des règles d'hygiène. Serge Coléa. Le respect quotidien de l'hygiène des mains sauve des vies. Il réduit d'environ 50% le nombre de décès dus à la diarrhée et de 25% le nombre de décès dus aux infections respiratoires aiguës et autres infections selon une étude menée par des chercheurs américains. La commémoration de cette 7e édition de la Journée mondiale du lavage des mains intervient dans un contexte particulier, celui de la prévention de la maladie à virus Ebola dans notre pays. Dans le cadre de la lutte contre cette épidémie, le gouvernement a recommandé certaines mesures, parmi lesquelles le lavage des mains à l'eau et au savon. Ayant toujours à l'esprit que les mains sont vecteurs de germes et que le lavage des mains est un geste simple, accessible à tous, et c'est un geste qui s'impose à nous. Nous invitons donc la population à se laver régulièrement et soigneusement les mains avec de l'eau et du savon, et à l'adopter comme un nouveau comportement à la maison, à l'école, sur le lieu de travail, à l'hôpital et dans les lieux de restauration aux frontières, partout. En Côte d'Ivoire, à l'occasion de la journée du lavage des mains autour du thème « Le lavage des mains, une sécurité sanitaire », le gouvernement veut renforcer l'appel en faveur des pratiques d'hygiène améliorées, assurer un bien-être aux populations et leur garantir une bonne santé. Une autre journée également célébrée demain 15 octobre, celle de la femme rurale. Il s'agit de rendre hommage à ces épouses et mères toujours à la tâche pour l'équilibre de la vie familiale. En Côte d'Ivoire, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, salue leur courage et les exhorte à être des actrices de développement. Eve Boué, Edouard Delazer. Selon les Nations Unies, la femme représente 2 tiers des personnes vivant dans les zones rurales et 50% des agriculteurs dans le monde. Ces braves femmes fournissent plus de 80% des produits vivriers sur les marchés et participent à l'autosuffisance alimentaire. Pour leur rendre hommage, une journée a été dédiée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 2007. Le 15 octobre de chaque année est la date choisie pour célébrer la femme rurale partout dans le monde. Chers compatriotes, la Côte d'Ivoire célèbre demain la Journée internationale de la femme rurale. Pour cette année, le thème suivant. Problématique de l'émergence des zones rurales, quel rôle pour la femme rurale? C'est l'occasion pour le gouvernement de rendre un hommage mérité à toutes ces femmes courageuses et travailleuses pour leur inestimable contribution au développement de notre pays. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant exhorte les Ivoiriens à accorder à la femme rurale une place de choix dans les instances de prise de décision. Dans l'optique de mettre en exergue le rôle prépondérant des femmes rurales dans notre pays, les préjugés, stéréotypes et injustices à l'encontre de la femme rurale devront faire place à des mentalités et à des approches objectives et équitables. Un défi à relever pour une exploitation rationnelle du concept égalité du genre en Afrique et en particulier dans notre pays. Du sport dans ce journal avec la conférence des présidents de clubs de football de Côte d'Ivoire réunis en pré-séminaire le week-end dernier à Solbeni. La nouvelle formule du championnat de première division, la Ligue 1, au cœur des débats. Anja Soukro. La conférence des présidents de clubs de football de Côte d'Ivoire dit non à la nouvelle formule du championnat préconisée par la Ligue professionnelle de football. Il y a des bruits, des plaintes sur la formule qui a été arrêtée. C'est parce qu'il n'y a pas de synergie véritable.
On ne s'assoit pas pour réfléchir, pour dire mais comment voulez-vous qu'on organise, quelle formule de championnat on doit décider, etc. C'est parce que ça a été fait en amont et appliqué en aval. Du coup, il y a problème. Échanger sur le développement de nos clubs, voilà, sur l'actualité du football et surtout sur la relance du football local et effectivement les dividendes que nous devons pouvoir négocier avec notre tutelle. Pour la conférence, l'idée de la mise en œuvre d'une telle formule serait suicidaire pour les clubs qui n'y sont pas préparés, surtout financièrement. Pour rappel, la Ligue professionnelle a prévu cette saison un championnat à 26 journées, suivi par une Super Ligue 1 avant de connaître le nom du champion de Côte d'Ivoire. Selon la conférence, si la Ligue veut augmenter le nombre de rencontres pour atteindre les standards internationaux, il suffit d'accepter 16 équipes en Ligue 1 au lieu de 14. Autre annonce importante, face aux nombreuses difficultés auxquelles les clubs sont confrontés, la conférence exige que la FIF reverse à chaque club 50% de la subvention allouée en Ligue 1, Ligue 2 et Division 3 avant le démarrage effectif des compétitions. Du sport toujours, sachez que la Côte d'Ivoire rencontre demain la République démocratique du Congo dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2015, ici même à Abidjan, pour la 4e journée donc des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Séance d'entraînement donc avant le match. Cathy Touré. Handicapés par la défaite au match aller, mais pas du tout abattus, ils sont très confiants, ces Congolais, à quelques 24 heures de la rencontre face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Nous abordons ce match avec beaucoup plus de détermination et beaucoup plus d'engagement pour voir la mesure du possible, s'il ne faut pas renverser la vapeur sur place aussi. Autant que la Côte d'Ivoire l'a fait à Kinshasa, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire aussi à Abidjan, voilà. Touche de balle et exercice léger au programme. Le sélectionneur Florent Mbengue, qui a conservé la majorité de son groupe, misera sur le jeu physique et le moral d'acier de ses éléments. Une victoire, 2 défaites, 3 points derrière le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Les Léopards joueront pleinement leur chance pour tenter de se relancer dans cette poule D. Plus tôt dans l'après-midi, le groupe Assidi Diallo était également sur les lieux, soutenu par les ministres Bambachek Daniel et Alélo Bognon. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.